ce soir. Alors ce soir avec Marie, on y avait pensé déjà avant les fêtes, parce qu'on continue notre cycle sur les symptômes liés au psychotraumatisme, qu'ils soient évidemment liés à la mort d'un proche, la mort d'un enfant, mais aussi à d'autres formes de psychotraumatisme. Et on a abordé différentes facettes, les troubles du sommeil, les troubles de l'attention, les troubles liés vraiment au corps, même si le corps est toujours présent, si j'ai bien compris et retenu la leçon, Marie, dans tous les symptômes. Et un autre trouble, on a parlé d'addiction. Alors là aussi, pas très loin de l'addiction. Et moi, j'ai un peu du mal d'ailleurs à faire la différence. Ça m'intéresse particulièrement ce soir qu'on parle d'alimentation. Les troubles liés à l'alimentation, que l'on mange trop ou pas assez, et qui sont constitutifs à un psychotraumatisme ou à des symptômes liés à ce psychotraumatisme. Alors, après les fêtes où on a forcément beaucoup mangé, on a vu l'importance de l'alimentation dans notre culture aussi, l'importance de l'alimentation aussi dans l'affection, dans le lien maternel, dans le lien à la famille. Et donc, tous ces sujets, évidemment, se répercutent fort quand on vit un psychotraumatisme. Ben, l'alimentation est au cœur de ce que l'on vit souvent. Et donc, merci Marie d'avoir accepté de nous en parler ce soir. Alors, au niveau des questions, si vous avez des questions à formuler, on prendra un temps à la fin, mais vous pouvez également les, les, les relayer par écrit. Bon, prioritairement, on prendra celle du Zoom parce que c'est plus simple. On essaiera d'avoir un œil aussi sur Facebook et pour répondre au maximum à tout le monde. Donc, Marie, merci. Je te passe la parole et merci encore d'être là. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir au Point Rose et à toutes les personnes que je connais, que je ne connais pas d'ailleurs, parmi cette connexion ce soir. Je vous souhaite une belle année. C'est toujours très compliqué de commencer une année avec des parents qui ont vécu des choses difficiles à travers le Point Rose et c'est toujours très compliqué de leur souhaiter une bonne année parce qu'on sait qu'elle va être faite de hauts et de bas, de dates difficiles à traverser et donc c'est vrai que c'est toujours très, très délicat. Alors, je vous souhaite malgré tout de traverser cette année avec le plus de sérénité possible et le plus de points roses dans les yeux et qu'on puisse ensemble continuer à comprendre cet événement traumatique qui a traversé nos vies. Alors, ce soir, j'ai eu un petit peu de mal à préparer cette conférence. En réalité, j'ai toujours énormément de mal à préparer les conférences, comme le sait très bien Nathalie. Donc, elle m'a dit, donc, ça veut dire que ta conférence, elle sera bien. Bon, ben, c'est un bon objectif de 2022. J'ai toujours peur d'être trop scolaire ou trop didactique dans ces conférences-là qui n'ont vraiment pas pour but de faire une conférence sur un sujet très sérieux, mais au contraire de laisser parler l'expérience. Et il se trouve que dans le cadre du trouble du comportement alimentaire, j'ai souffert de troubles de comportement alimentaire pendant de très nombreuses années. Donc c'est un sujet que je connais particulièrement bien et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu tant de mal à préparer cette conférence ce soir, c'est que je me suis dit après tout, tu es quelqu'un de très spécialisé pour en parler vu que tu en as souffert pendant de très nombreuses années. Alors, le trouble du comportement alimentaire, il se divise en trois grandes catégories. Le premier, c'est, et l'a dit très bien Nathalie, c'est lorsqu'on ne s'alimente pas et qu'on présente des troubles de type anorexie. Le deuxième trouble qu'on peut rencontrer, c'est les troubles d'hyperphagie. Et ceux-là vont se distinguer en deux grandes familles, avec et sans vomissement. Alors moi, j'ai fait les trois, donc je connais très bien les trois. Donc je vais pouvoir vous parler des trois assez facilement. Évidemment, si je fais aussi ces nombres de conférences avec le Point Rose, c'est que moi aussi, j'ai vécu des traumas. Alors, pour la petite histoire personnelle, en mars 2022, il y a un livre qui va sortir qui s'appelle Le Guérissage, qui est un livre que j'ai écrit, qui justement parle de cette traversée qui est la mise en sens du traumatisme qu'on a traversé. Et il est très, très fréquent d'explorer le trouble du comportement alimentaire lorsqu'on vit quelque chose de difficile. Alors, c'était intéressant, Nathalie, de préciser, de rappeler finalement toutes les conférences qu'on a pu faire ensemble, où c'est vrai que le corps est toujours au centre de cette épreuve, parce qu'on vit évidemment dans notre corps le trauma. Mais
Mais souvent, on rattache les troubles du comportement alimentaire un peu avec la famille des addictions. En réalité, il y a un problème central dans l'alimentation, qui est différent de l'addiction, c'est que l'alimentation répond à un besoin. Alors que dans le cadre des addictions, on ne répond pas forcément à un besoin. On n'a pas besoin de boire de l'alcool, on n'a pas besoin de fumer, on n'a pas besoin de prendre de la drogue. Par contre, on a besoin de s'alimenter. Donc, dans le trouble du comportement alimentaire, il y a cette particularité qui est que ça répond à un besoin vital et que par conséquent, on ne va pas pouvoir traiter ce sujet-là comme on traite une addiction à la drogue ou qu'on traite une addiction au tabac. Souvent, on fait le parallèle entre l'addiction au sucre, par exemple, et puis l'addiction aux drogues dures. C'est un parallèle que j'entends très, très souvent et qui est très, très souvent fait. Alors, je vais rappeler juste quelque chose d'essentiel, c'est que le sucre est vital pour notre organisme puisqu'il est le principal aliment de notre cerveau et que par conséquent, nous avons besoin de sucre. Donc, on ne peut pas comparer une drogue dure comme l'héroïne, par exemple, qui n'est pas nécessaire pour notre organisme, à du sucre qui, lui, est vital pour notre organisme. Donc, on ne peut pas aborder ce sujet-là de la même manière, on ne peut pas réfléchir sur ce sujet-là de la même manière parce que, d'abord, il est d'abord question de besoin. Et je crois que dans le cadre d'un trauma, c'est le premier uppercut qu'on vient de prendre quand on vit quelque chose de difficile, c'est que ça parle de nos besoins, justement. C'est-à-dire qu'on a percuté nos besoins. On avait besoin d'amour, on avait besoin d'un enfant dans notre vie, on avait besoin d'une vie sans difficulté, et on a percuté nos besoins à travers une épreuve difficile à vivre. Et donc, comme on vient percuter notre besoin, alors vient d'un coup s'effondrer toute la chaîne de nos besoins. C'est-à-dire, on ne sait plus de quoi on a besoin. On ne sait plus de quoi on a besoin, donc on ne sait plus, notre rapport au sommeil se transforme, notre rapport à l'alimentation se transforme, notre rapport au corps se transforme, parce que notre rapport aux besoins vient d'être transformé de manière très profonde. L'alimentation, c'est essentiellement ça. Ça va être d'accepter, de comprendre qu'elle est en lien avec nos besoins et avec aussi nos envies. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'alimentation, on parle aussi souvent d'envie. Alors, j'ai envie de manger du sucre, j'ai envie de manger autre chose, j'ai mes envies alimentaires qui se transforment. Oui, parce que dans le trauma, il y a nos envies qui ont été détruites. On avait envie de vivre autre chose. On n'avait pas du tout envie de vivre ça. Donc, quand on a et nos besoins et nos envies qui sont percutés, alors toute notre alimentation est percutée. En 2019, il y a une étude qui est sortie. Alors, c'est vrai qu'on trouve assez peu de documentation, parce que je vous dis que je n'ai pas du tout préparé ma conférence, mais en vrai, j'ai un petit peu quand même lu 2-3 trucs. En 2019, il y a une étude qui est sortie qui parlait en fait des stress post-traumatiques et des troubles du comportement alimentaire. On s'est rendu compte qu'à partir du moment où on a des violences qui sont faites sur le corps, des violences sexuelles, hein, la plupart du temps, on a entre 45 et 100% des individus, selon les études, qui vont présenter des troubles du comportement alimentaire, selon comment on se situe et selon l'âge de la survenue de ces troubles. Donc, il faut comprendre que quand on est face à des personnes qui présentent des troubles du comportement alimentaire, nous, en tout cas, enfin moi, en tant que thérapeute, je vais m'intéresser systématiquement à savoir si l'individu a vécu ou non des violences dans son enfance. Il y a assez peu de liens, enfin, il y a assez peu de documentation, en tout cas, sur les épreuves en lien avec le deuil et les troubles du comportement alimentaire. C'est assez peu documenté, c'est assez peu référencé. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que à partir du moment où il y a un stress post-traumatique, il va y avoir, dans la plupart des cas, un changement de rapport à l'alimentation. Il peut être transitoire, il peut être définitif, il peut être restrictif, il peut être au contraire hyperphagique. Chacun va exprimer dans son corps la répercussion du fracas en lien avec cette perte d'envie et de besoin. Chacun va traduire en fait l'expression du trouble dans l'expression de son corps.
En réalité, un trauma, quel qu'il soit un deuil ou qu'il soit un événement lié en lien avec des violences sexuelles ou un accident, ou évidemment, on peut aussi imaginer un burn-out professionnel avec des patients qui s'arrêtent de s'alimenter à la suite de ça. Donc, on peut le trouver en réalité dans de très nombreuses pathologies. En fait, qu'est-ce que ça nous fait vivre, le trauma? Ça nous fait vivre ce qu'on appelle un état dissociatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, on nous a percuté, on a percuté notre intégrité, on en a déjà parlé au cours de ces différentes conférences, et quelque chose en nous vient se figer, vient se bloquer. L'annonce nous a percuté. Dans certains traumas, il y a eu une percussion une fois, parce que l'événement s'est passé une fois, et il n'y a pas eu de répercussion dans le temps. C'est-à-dire que le trauma s'est passé un jour à un moment donné. Dans le cadre des longues maladies ou des patients qui vivent des expériences plus longues, en réalité, ce choc-là, il va pouvoir perdurer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Donc, il n'y a pas de degré. Hein. Moi, souvent, je dis, je ne fais pas de répercussion, je ne fais pas d'ordre entre la gravité, pas la gravité, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on raisonne, mais il faut comprendre que plus le trauma va être répété dans le temps, c'est-à-dire on va être exposé à des expériences traumatiques qui vont être répétées, plus le choc dans le corps va être grand. Cet état dissocié, et aussi, il faut quand même aussi le préciser, plus on est jeune en âge, et plus les conséquences sont grandes aussi. Donc, prenons un exemple d'un enfant qui malheureusement vit une très longue maladie. On va avoir des répercussions quasi quotidiennes de l'impact de cette pathologie, de l'impact de ce trauma sur notre organisme. On va donc vivre des figements à répétition, où quelque chose vient nous heurter de manière régulière par des nouvelles, par la vision, par les annonces, par l'espoir qui remonte et puis qui redescend, etc. Donc, on a des répercussions. C'est comme si on nous frappait, entre guillemets, même si on ne frappe pas évidemment, mais en permanence au niveau de notre organisme. Ces impacts répétés vont entraîner un état de dissociation de plus en plus grand. C'est-à-dire que petit à petit, psychiquement, on vient se détacher du réel en venant comme mettre une distance entre nous et le réel en disant presque ça m'atteint plus, j'arrive même plus à être atteint par le réel. Donc on encaisse les informations qui sont apocalyptiques alors qu'en réalité, on n'est plus vraiment dans le réel. Cet état dissociatif, il est parfaitement normal pour faire face à une situation totalement anormale. Par contre, il va falloir à un moment donné qu'on en sorte. Pour en sortir, la psyché va avoir plein de mécanismes pour lui dire « Hé, là, en fait, il y a un grand vide entre toi et le réel. Il y a un grand espace. » Et la nourriture va être un des moyens de récupérer la connexion au réel. Parce que quand on mange réellement. On dit qu'on mange ses émotions pour les ingérer, pour arriver à les faire passer. Donc, on va alterner avec des phases d'hyperphagie qui vont être normales et au contraire des phases où on va au contraire ne plus du tout vouloir s'alimenter. Alors, soit en réponse à ces moments d'hyperphagie, soit pour essayer de reprendre le contrôle du réel. On sait que quand on est dans des mécanismes anorexigènes, on a la sensation de contrôler notre corps. C'est comme si d'un coup on prenait la puissance de notre corps en disant « je n'ai même plus besoin de manger, je suis super puissant. Je change mon réel qui m'a laissé tomber, qui me déçoit et qui n'est pas du tout agréable, et je change mon rapport au réel pour venir le contrôler de manière maximale. » Donc, que ce soit dans de l'hyperphagie ou au contraire dans la restriction alimentaire, on va chercher à reprendre contact avec le réel, soit en essayant de l'ingérer,
soit au contraire en essayant de le contrôler de manière drastique. Donc, dans tout moment traumatique, on va avoir des épisodes de troubles du comportement alimentaire. Parfois, ils viennent résonner en nous avec des problématiques qui étaient antérieures au trauma, et donc on va reprendre des mécanismes qui sont dans l'enfance, hein, selon nos liens que l'on avait avec l'alimentation. Il faut savoir que c'est une des raisons pour laquelle on ne peut pas traiter les troubles alimentaires comme on traite les addictions, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, ça fait appel à un besoin, donc c'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est que la première chose qu'on fait quand on arrive au monde, c'est qu'on respire. Ça, on l'a déjà vu dans une conférence, quand on a parlé du souffle, quand on a parlé de l'importance du corps, de la respiration. Mais la deuxième chose, généralement, c'est qu'on mange. On nous met au sein de notre mère et on vient s'alimenter. Donc, le rapport à l'alimentation, il est immédiat, on dit, dans mon jargon à moi, on dit il est archaïque, c'est-à-dire qu'il est extrêmement imprégné d'une sensation et de survie et de lien à l'autre. C'est-à-dire on va prendre conscience petit à petit que si on s'alimente, c'est grâce à l'autre. On va prendre du temps, on va mettre des mois pour s'en rendre compte, mais petit à petit, on va se rendre compte que cet objet qui nous nourrit, qui s'appelle notre mère, est celle qui nous donne quelque chose à manger. Donc, ce lien va s'installer avec la nourriture. Donc, c'est une des raisons pour laquelle ça reste un trouble extrêmement compliqué à prendre en charge et très souvent perturbé, tout comme le sommeil, c'est qu'il est en lien avec notre histoire de vie. Il est en lien avec notre manière d'être au monde, on dit. Dans notre famille, si l'alimentation elle est centrale, elle va être centrale pour nous. Au contraire, si dans notre famille, l'alimentation n'est pas du tout investie, on va avoir du mal à investir ce lien-là. Notre lien à notre alimentation parle de notre lien à notre famille. Il est en lien avec notre histoire transgénérationnelle parce qu'il nous est transmis. Moi, je viens d'une famille italienne. Vous vous doutez bien que chez moi, exprimer mes troubles à travers mon alimentation, c'était un moyen, en tout cas, d'exprimer quelque chose par rapport à ma famille, ce qui a été d'ailleurs le cas dans mon histoire. Mais le trouble du comportement alimentaire ne va pas que parler de nous. Il va parler de nous et de notre histoire et de notre rapport à l'autre, à notre mère. Alors souvent, on dit dans notre métier à la mère, mais c'est parce que c'est la mère symbolique, c'est celle qui nourrit l'enfant, donc c'est celle qui apporte à manger à l'enfant. Donc c'est toute notre histoire de vie. Et tout ça, c'est pas forcément en lien avec le trauma. Le trauma, il n'est pas forcément en lien avec notre famille, notre histoire de vie et notre maman. Donc, ça va venir percuter quelque chose et je dis souvent que l'expérience traumatique nous invite à venir aussi régler des choses de notre histoire qui sont antérieures, qui nous questionnent. Et je trouve que dans le trouble du comportement alimentaire, on a vraiment l'occasion de questionner et notre rapport à notre corps, et notre rapport à notre histoire, et notre rapport évidemment à l'expérience traumatique qui vient de nous être traversée. On dit en fait que donc c'est une étude qui a été faite en 2019 par l'Université du Minnesota aux États-Unis. Donc l'étude minutieuse disait que sur 49 000 femmes âgées de 25 à 42 ans, il y avait 70% d'entre elles qui présentaient donc, un symptôme post-traumatique, que ce symptôme post-traumatique s'exprimait à travers un désintérêt pour des activités, un isolement et de la dépression. Et puis, on a commencé à les questionner sur leur rapport à leur alimentation. Et on s'est rendu compte que la plupart présentaient ce qu'on appelle des grignotages compulsifs, avec une grande lassitude et de la fatigue, avec des excès d'alimentation et un sentiment de manque après avoir arrêté de consommer certains aliments. On s'est rendu compte aussi que dans le trouble du comportement alimentaire, on va d'un coup avoir une compulsion pour certains aliments. Ça nous permet, tout ça, de réguler notre stress en réalité. C'est un des moyens de régulation du stress en lien avec l'événement post-traumatique. Oui,
plus le stress post-traumatique avait donc été vécu avant 10 ans, plus les troubles étaient graves, étaient importants. Et donc, il y a eu un lien également qui a été fait entre stress post-traumatique et obésité. On s'est rendu compte aussi qu'après un événement traumatique, comme notre rapport au corps change, notre rapport à notre poids va changer. Certains individus vont perdre du poids, d'autres individus vont prendre du poids. Alors là même que leur alimentation, pour le coup, reste sensiblement la même. Ça parle aussi de notre rapport au stress. Vous savez, le stress, on en a déjà un peu parlé dans d'autres conférences, va avoir un impact physiologique sur notre système nerveux autonome et donc va modifier notre rapport à notre système nerveux autonome et donc à nos rapports à notre manière de consommer l'énergie de notre corps. Donc, comme cet événement vient percuter quelque chose, vient transformer quelque chose dans notre corps, alors ça peut transformer aussi notre rapport à notre alimentation, à notre manière de nous alimenter. Revenons un peu sur les 3 grandes familles de pathologies. Donc, la restriction, l'hyperphagie avec et sans vomissement. Il faut savoir que quand on vient consulter pour un trouble du comportement alimentaire, pour moi, c'est très important que je le dise ce soir, la plupart des patients ont honte. Il faut savoir que la honte, ça fait vraiment partie du trouble du comportement alimentaire comme le nœud du problème. C'est-à-dire qu'on a honte de manger comme ça. On a honte de se restreindre, on a honte de trop manger, on a honte de notre rapport à certains aliments. On a peur de le dire. On a peur de le dire parce qu'on se sent tout de suite jugé ou on se sent tout de suite pas normal. Et puis, il y a ce lien où on se dit « Ah là, si je suis comme ça, c'est à cause de mon trauma ». Et donc, on vient mettre sur le trauma et sur l'expérience traumatique l'explication du trouble alimentaire et on a un petit peu de mal à venir travailler ce lien-là. Souvent, c'est vraiment un lien qui arrive très peu de fois en primo-consultation. On découvre que les patients présentent un trouble du comportement alimentaire après plusieurs temps de travail avec eux, où on a créé un lien, où on a mis en place des choses, parce que, en fait, ce trouble, il est arrivé là, puis comme c'est souvent des grignotages compulsifs le soir, que c'est du chocolat le soir, que c'est à certains moments de la journée, qu'on arrive à le contenir, on se dit « ouais, c'est pas très grave, en fait ». Et ce qui est vrai d'ailleurs, en fait, il faut comprendre que rien n'est grave. Il faut justement venir travailler ce qu'on a envie de changer en thérapie. Moi, je porte aucun jugement sur l'alimentation de personne. C'est quand on vient travailler sur soi et qu'on commence à travailler sur le stress post-traumatique, qu'on vient questionner notre alimentation en prenant conscience de manière de consommer qui nous interroge et qui nous questionne. Et que l'on peut évidemment continuer à interroger et à questionner en thérapie. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec les thérapies en hypnose où on ne traite que la manière de s'alimenter, comme si on reprogrammait le cerveau. Et puis voilà, c'est bon, ça y est, on a enlevé l'addiction au sucre, c'est bon, c'est réglé, c'est magnifique, on ne va plus manger de sucre. Je trouve ça complètement hors de propos, en fait. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on traite un événement traumatique. Alors, je sais que certains patients veulent ça. Hein, ils disent, bon, ben voilà, je viens, vous m'enlevez l'addiction au sucre et je repars. En fait, on peut le faire. Hein. C'est très simple à faire. Il y a des protocoles en hypnose qui le font très bien. Mais on ne va pas du tout traiter le problème de fond qui va être l'événement traumatique. Quand on a un problème d'addiction au sucre, c'est jamais le sucre le problème, en fait. Hein. Le sucre, il vous veut du rien du tout, et c'est un sujet comme ça. Par contre, c'est qu'est-ce que ça vient provoquer chez moi? Qu'est-ce que ça vient faire chez moi? Qu'est-ce que ça vient me procurer? Eh bien, ça vient parler de mes besoins. Et c'est là où on revient se reconnecter à nos besoins et à nos envies. Retrouver ses besoins, retrouver une envie après un événement traumatique, c'est tout l'enjeu de la thérapie. Parce que justement,
On a l'impression que soit de toute façon, ce dont on a besoin est mort, donc de toute façon, la thérapie ne sert à rien, hein. C'est très simple. De toute façon, on ne va pas me retrouver, on va pas me redonner mon enfant, on ne va pas me redonner mon proche. Donc, en fait, j'ai besoin de rien, moi. J'ai besoin d'attendre que je meure. Et puis, quand j'aurai fini ma vie en attendant ici, j'aurai en fait mon besoin qui est de retrouver l'autre. Soit, et donc, si on se dit ça, en fait, forcément, on ne peut plus se reconnecter à nos besoins et on ne peut plus travailler sur l'alimentation. Donc, la question de la thérapie, elle vient questionner, non, mais ok, ça, j'entends que c'est ton besoin. C'est un besoin viscéral que tu viens crier en thérapie, ok, on va le travailler. Mais concrètement, là, tu es vivant. J'avais un prof à la fac qui disait « tant que le canard n'est pas mort, le canard est vivant ». Ça voulait dire en fait que tant que l'événement traumatique ne nous a pas tués, alors on est là. Donc, comme le canard est vivant, qu'est-ce qu'on fait avec le canard? Eh bien, qu'est-ce que nous dit le canard? Et à un moment donné, je dis « de quoi a besoin le canard ?» À un moment donné, il va falloir se reconnecter, ok, à des besoins qui sont en lien avec la vie et plus la survie. Et tout ce mécanisme-là, il est long. Il est même très long. Mais petit à petit, si on arrive à reconnaître ses besoins, petit à petit, on arrive à réguler ce dont on a besoin dans la journée et se dire, OK, j'ai besoin de manger. Ça, c'est un fait. Mais du coup, de quoi j'ai envie? Et là, on va se re-questionner sur nos envies qui ont été, encore une fois, traumatisées dans l'événement traumatique où on va me répondre, mais moi, j'ai plus envie de rien, en fait. Donc, on va repartir avec notre bâton le pèlerin, très bien, tu n'as plus envie de rien. Là, on va traiter tous les épisodes dépressifs, toute la tristesse qu'évoque l'événement traumatique, qui est parfaitement normal, évidemment. Et on va dire, bon, très bien, maintenant, de quoi tu as envie? Moi, j'aime bien travailler avec les patients sur le respect. C'est-à-dire que, en tout cas, le trouble du comportement alimentaire, moi, je le traite avec le respect. Est-ce que, quand je pose cet acte-là d'alimentation, quel qu'il soit, je me respecte? Est-ce que je respecte l'individu que je suis? Très honnêtement, pour l'avoir expérimenté, cet outil-là, il y a des fois où je répondais à non à la question. Je ne me respectais pas du tout quand j'avais ce trouble du comportement alimentaire-là. Mais presque, je vais vous dire que je le faisais du coup en pleine conscience. C'est-à-dire que quand j'avais une hyperphagie, et pour ma part, donc je vous ai dit, j'ai expérimenté à peu près tout, mais avec le vomissement, le vomissement me permettant de réguler mon poids à l'époque, et ça sert à ça, hein, ça sert simplement à réguler son poids. La réponse était, je ne peux pas faire autrement en fait. J'arrive pas à me respecter. Là, à ce moment-là. Dans cet acte-là, j'arrive pas à me respecter. En faisant ça, c'est comme si je venais décharger quelque chose. Je venais vomir quelque chose de mon histoire. Ce qui a été le cas d'ailleurs, puisque moi, j'ai subi des violences sexuelles, donc je venais vomir quelque chose de mon histoire et je le vivais à travers la sphère orale qui était en lien avec, évidemment, l'expérience traumatique que j'avais vécue. C'est pour ça que dans de très nombreux cas de violences sexuelles, il y a une expérience en lien avec l'alimentation qui vient simplement refaire vivre à l'individu ce qu'il a vécu de manière traumatique dans son corps. Mais comme on est dans une conférence du Point Rose et que ce n'est pas les mêmes types de traumas, même si évidemment, moi j'essaie toujours d'élargir et de parler de trauma au sens large parce qu'on peut tous l'expérimenter autour de notre vie, mais quelle que soit notre expérience traumatique, il y a quelque chose du dégoût qui est en lien avec l'expérience qu'on vient de vivre. Quand on dit ça me dégoûte ce que j'ai vécu, je suis dégoûtée d'avoir vécu ça, on peut faire l'expérience de l'hyperphagie avec vomissement, simplement pour venir conscientiser cette expérience de « je suis dégoûtée ». Il faut savoir que les émotions qui sont en lien avec notre survie, alors selon Ekman, elles sont au nombre de 6. Moi, je m'en réfère à cette théorie. Il y en a qui disent qu'elles sont 4. Peu importe. Les 4, vous savez, les émotions qui sont liées avec notre survie, c'est joie, peur, colère, tristesse. Et donc, il y en a 2 autres, c'est surprise et dégoût. Moi, je m'en réfère à cette conception-là de 6
Parce que pour moi, surprise et dégoût, elles sont essentielles. Il y a peu de monde en réalité qui les comprend. Quand on vient de vivre une expérience traumatique, c'est quand même surprise qui arrive en premier. C'est-à-dire qu'on est là, on pourrait nous filmer qu'on a la tête qui est comme ça. Enfin, quand on vient de nous annoncer une nouvelle, il y a une espèce d'écarquillement des yeux, de figement du corps, d'ouverture de la bouche, comme si tout à coup quelque chose de surprenant venait de nous arriver. Évidemment, dans le très mauvais sens du terme, mais en tout cas, c'est cette émotion-là qui vient nous figer. Et puis, moi, en tout cas, dans mon expérience personnelle, le dégoût a fait vraiment partie de ma vie. Mais quand j'accompagne des parents qui ont traversé les épreuves du deuil de l'enfant, c'est pareil, on est dégoûté. On se dit: «Mais pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai vécu ça? Pourquoi moi j'ai à vivre ça? Pourquoi mon enfant a à vivre ça? Pourquoi ma famille a à vivre ça?» Mais on ne le sou évidemment qu'on ne le souhaite pas à d'autres personnes parce qu'on est cortiqué, on se dit: «Non, mais je vais pas le souhaiter à quelqu'un d'autre», mais pourquoi ça arrive? Je suis dégoûtée et cette émotion du dégoût, comme elle est peu conscientisée et peu conscientisable, eh bien, on a tendance à utiliser les troubles du comportement alimentaire où le nombre de patients qui ont mal au cœur, ils me disent: «Ah mais je sais pas, j'ai la nausée, je suis pas bien». Bah oui, tu es dégoûté, en fait et ils me disent: «Bah oui, c'est exactement ça, je suis dégoûté». Oui, ton corps te fait vivre que tu es dégoûté et donc ouais, du coup, j'ai plus faim, j'arrive plus à manger, j'arrive plus rien à mettre à la bouche. Oui, tu es dégoûté, en fait et tant qu'on n'aura pas sorti le dégoût et j'ai pas la clé. Moi, je ne sais pas combien de temps, on a besoin d'expérimenter le dégoût en fonction du trauma vécu. Moi, personnellement, je l'ai je l'ai expérimenté pendant de très nombreuses années, donc je ne peux pas vous dire que ça va vite. Mais, jusqu'à ce que je conscientise que c'était mon propre dégoût et de mon corps et de l'expérience que j'avais vécue, que je vivais à travers le trouble du comportement alimentaire. Mais quand je l'ai compris, je me suis dit: «Ah ouais, OK, en fait, je suis dégoûtée, en fait». Oui, bah, je suis dégoûtée d'avoir eu cette enfance-là, je suis dégoûtée d'avoir connu ça, je suis dégoûtée qu'on ait pu utiliser mon corps, je suis dégoûtée et j'ai eu besoin d'expérimenter le dégoût pendant un certain temps. Donc dans l'expérience de la perte d'un proche, c'est pareil. On va être dégoûté. Donc on va avoir la nausée pendant un certain temps, puis on va plus avoir faim, puis on j'arrive pas à manger, je suis pas bien. C'est pas forcément, là pour le coup, un comportement anorexigène où on va vouloir contrôler son alimentation et reprendre le contrôle du réel, comme je disais tout à l'heure dans l'état dissociatif. Non, c'est l'expression d'une émotion et d'un sentiment et votre corps, il va tout le temps vous parler, il va tout le temps vous faire percuter les choses jusqu'à ce que vous compreniez bien que là, en fait, tu es en train de vivre ça. Donc si au lieu de le verbaliser et on dit: «Bah, j'arrive pas à manger» et cetera, on le dit pas et que par-dessus on met de la honte en disant: «Non mais je peux pas dire ça, je» ah ben là on s'en sort pas en fait. Parce que du coup, sur un comportement où on a de la surprise, du dégoût qui sont des liens en lien avec des émotions, essentielles, on vient rajouter une émotion qui n'est pas essentielle pour le coup, qui s'appelle la honte, qui ne sert strictement à rien. Donc dans les thérapies, n'hésitez pas du tout à parler de votre alimentation, à parler de votre rapport à l'alimentaire parce que la honte, elle fait partie de la thérapie. Enfin, je veux dire, c'est évident. On va voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui on raconte nos problèmes les plus intimes, forcément, on a honte. On se dit: «Ben, j'aimerais bien, pas avoir à les raconter». Oui, ça, c'est sûr, c'est une donnée de base. On aimerait bien ne pas avoir à les raconter. On aimerait bien ne pas être là, de toute façon et votre thérapeute, il le sait. Il sait très bien que ça vous coûte. Et d'ailleurs, les psychanalystes disent que ça doit coûter financièrement pour faire comprendre aux patients combien c'est coûteux une thérapie. Donc c'est la symbolique de l'argent de la thérapie qui vient faire comprendre au patient que ça lui coûte énergétiquement. C'est pour ça qu'il faut, entre parenthèses, dire aux thérapeutes que les thérapies pas payantes, ça ne fonctionne pas du coup, parce que c'est en lien avec un coût énergétique d'une énergie qui est représentée par le patient. Mais revenons à notre trouble du comportement alimentaire. Donc, dans les phases de dégoût, on n'arrive pas à manger, on a la nausée, on n'a plus envie de manger, et puis, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on va avoir envie d'un truc, un aliment, qui d'un coup, lui, j'ai envie de manger ça. Voilà, donc, et on va avoir une compulsion alimentaire sur cet aliment. Eh ben, c'est pareil, très souvent, cet aliment, il vous dit quelque chose. Soit il est en lien avec le trauma,
et il est en lien avec l'histoire, par exemple, de la personne que vous avez, perdue. Le nombre de parents qui, d'un coup, se mettent à adorer un plat qu'adorait leur enfant, ou voilà, j'ai accompagné une maman qui m'a dit, voilà, avec mon fils, notre sortie, c'était de temps en temps d'aller à un fast-food, et de temps en temps, du coup, je retourne au fast-food comme pour le faire comme si j'allais avec mon fils. Ben, elle a un comportement alimentaire en lien avec son événement traumatique. C'est pas forcément un trouble du comportement alimentaire, c'est qu'elle va avoir ce comportement alimentaire-là parce que sauf que chez elle, c'est parfaitement conscientisé, donc why not? Si ça lui fait du bien et que c'est dans son alimentation, il y a pas de problème en fait. Rien n'est un problème dans l'alimentation. C'est juste nous qui considérons que ça devient un problème si c'est un problème. Mais moi, pendant des années, j'ai fait de l'hyperphagie avec vomissement, j'ai vécu, sans que personne s'en rende compte, hein. Ça passait comme une lettre à la poste et il y avait pas de problème là-dessus. Donc j'avais parfaitement maîtrisé mon trouble et pour moi, c'était pas un problème. Je le vivais, parfaitement bien. Je me suis rendu compte à terme que c'était quand même pas super bien pour la santé, que peut-être un petit truc à travailler quand même, qu'il fallait un peu que je sois cohérente. Donc je l'ai travaillé et c'est réglé. Mais en tout cas, pendant des années, ça a fonctionné. Donc on va avoir un intérêt pour certains aliments et cet aliment-là, il vient nous dire quelque chose. Et très souvent, on a un intérêt pour le sucré. Tout à l'heure, je parlais de l'addiction au sucre, mais on a un intérêt pour le sucré. Il faut savoir que le sucré, c'est un antalgique, c'est-à-dire que c'est un antidouleur. Et là, on revient au corps et on revient en lien avec le corps. Quand on vit un événement traumatique, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est votre corps qui souffre. Votre corps, il a mal. Il a mal dans le cœur, il a mal dans les bras, il a mal dans les jambes, il a mal partout, il n'arrive plus à bouger, il n'arrive plus à marcher, on a mal au dos, on a mal partout parce qu'on a pris des coups psychologiques et psychiques tout le temps. Et on en a marre en fait d'avoir mal. Même si ce n'est pas une douleur qu'on peut quantifier, qu'on peut nommer, mais elle est là. Et le meilleur antalgique qui existe au monde, c'est le sucre. Voilà. Un enfant qui pleure, on lui donne un bonbon, ça marche super bien. Parce que le sucre, ça vient apaiser quelque chose depuis la nuit des temps. Et c'est bien pour ça qu'on adore ça. Et donc, l'addiction au sucre, elle vient parler de notre douleur. Donc, quand on vient faire simplement une hypnose pour enlever l'addiction au sucre, en réalité, on n'enlève pas du tout la douleur. On lève l'addiction au sucre. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de thérapie où on vient juste enlever le symptôme sans traiter toute la cause qui est derrière, où on n'amène pas le patient à réfléchir sur pourquoi il fait ça, pourquoi vous avez ce comportement-là. Et je trouve ça un peu dommage, personnellement, voilà, à titre thérapeutique, de pas s'intéresser à ce qui fait mal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai fait le tour de la question? Est-ce que vous avez d'autres choses à me demander? Parce que je suis totalement disposée à répondre à toutes vos questions. Écoute, moi, Marie, en tout cas, oui, moi, personnellement, je trouve ça vraiment passionnant et comme toujours dans tes conférences, c'est très pédagogique, très clair euh, et très éclairant parce que chaque fois, tes éclairages permettent de comprendre, voilà, je trouve. Merci. Qui est assez familier, comme les troubles du comportement alimentaire, qu'on les ait de manière, on va dire, très douloureuse et on va dire, avec des troubles qui nous gâchent la vie, ou que ce soit juste des soupapes, parce qu'on peut avoir aussi des troubles alimentaires ponctuels, comme tu disais, hein, quand on les gère et en tout cas quand on les conscientise. Mais c'est quelque chose on expérimente tout et savoir ce qui est normal et pas normal, c'est toujours éclairant et savoir aussi, parce que tu as parlé du jugement, de la honte, la peur d'en parler. Mais souvent, c'est une honte de soi-même et un auto-jugement
parce que je crois que par rapport à ces troubles, comme on a le sentiment de ne pas contrôler, parce que même quand on contrôle, comme dans l'anorexie, bah, tôt ou tard, il y a de la boulimie derrière, ou des réactions qui font que on va se juger, parce qu'on a le sentiment, dans notre société, que c'est un acte de faiblesse de ne pas arriver à contrôler ce que l'on mange, combien on mange, quand on mange, et qu'il faudrait être dans le contrôle justement, avec des injonctions aussi très fortes. Il faut manger sain, il faut manger bio, il y a des bons aliments et des mauvais, ou à la fois d'un côté on baigne dans une culture qui nous enseigne la bonne alimentation, qui met beaucoup de normatifs, qui fait que quand justement on a une pulsion de sucre ou de chips ou de junk food, comme on dit, eh ben, du coup, on est dans la catégorie des mauvaises personnes qui ne savent pas se contrôler, et on a ce jugement et ces injonctions qu'on a en soi qui font qu'on se rajoute une couche de honte parce qu'on n'est pas capable. Sentiment en plus de vivre l'incapacité à avoir une bonne hygiène de vie ou des comportements comme cela. Donc moi, je pense qu'au-delà même des psychotraumas, c'est vraiment une problématique transversale du fait de ce discours culturel. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça par rapport à, aussi bien on voit aux pubs popcorn à gogo qu'on peut avoir dans les cinémas, où on n'arrive plus à aller au cinéma sans acheter une bassine de popcorn à l'américaine, et de l'autre, le sentiment de livres et de livres, d'émissions, de conférences sur l'importance de la qualité de l'alimentation et autres. Est-ce que ce double discours ajoute encore aux troubles du comportement alimentaire, voire même peuvent les générer? Je pense notamment aux adolescents qui, quand ils prennent conscience de ça, alors qu'ils ont plutôt baigné dans l'idée je mange du Nutella ou tout un tas de choses, et puis quand l'adolescence arrive et qu'elle amène la préoccupation de la silhouette, de l'apparence, du coup la question de savoir ce que j'ai le droit ou pas de manger, est-ce que ça ne déclencherait pas finalement des troubles encore plus sur des terrains plus sensibles? Alors, il y a plein de sujets hyper intéressants dans ta question. La première chose à laquelle, ça me fait penser ce que tu dis, c'est qu'on est quand même dans une société où on a une forme d'injonction du choix. C'est-à-dire que, heu, je vois beaucoup de fils d'actualité sur Facebook et cetera qui parlent de ça, où finalement, on choisit notre vie, on choisit la vie qu'on a, «Ah mais tu fais le métier comme ça, bah, c'est parce que tu l'as choisi. Ah mais tu vis pas tes rêves, ah bah, tu es naze», enfin, comme si en fait, tout le monde avait le choix de vivre sa vie. Dans l'expérience traumatique, on nous a donné un truc à vivre qu'on n'a pas du tout choisi au départ, que ce soit bien clair. C'est jamais un choix, et avant qu'on comprenne qu'il nous donne un choix, qu'il nous donne le choix de rester dans le trauma ou de le dépasser, il faut beaucoup de temps, voire toute une vie me concernant. Donc, l'injonction de: «Tu as le choix», moi, je dis toujours: «Ouais, ça va pour ceux qui ont pas vécu de trauma, en fait». C'est donc une espèce de catégorie humaine que personnellement je ne connais pas. Voilà, parce que moi, et dans mon expérience et dans ma vie, je ne connais quasiment que des gens qui ont vécu des traumas et qui, par conséquent, ont des vies qu'ils n'ont pas choisies. Donc à partir du moment où on arrive à commencer à se dire: «OK, ça, j'ai pas choisi. Donc qu'est-ce que je vais faire à partir de ce que je n'ai pas choisi de vivre et comment je vais faire pour arriver à choisir quelque chose?» Mais là, il va y avoir beaucoup d'étapes, et donc, en effet, l'alimentation va parler de nos choix. C'est-à-dire que, heu, quand on a, des moyens financiers, à rallonge, qu'on n'a pas vécu de trauma, que tout va bien dans notre vie, ouais, on peut facilement, réguler son alimentation, manger bio, machin nin Mais moi, personnellement, je ne connais pas ce genre de population. On n'est pas rencontrés, quoi. Je ne sais pas qui c'est.
moi, je suis avec des gens qui font comme ils peuvent quand ils s'alimentent, c'est-à-dire qu'ils ont le budget qu'ils peuvent de leur alimentation. Ils font face à des stress majeurs dans leur vie. Donc, l'alimentation étant un moyen de régulation de l'émotion, eh ben, ils comblent avec de l'alimentation pour arriver à continuer à faire face et à peu près s'adapter au réel. Et donc, on n'a pas toujours le choix de notre alimentation parce que l'alimentation nous aide à faire face. Et que quand on est dans des épreuves où on doit faire face parce que c'est là, parce que c'est maintenant, parce que c'est ici, eh ben, on n'a pas toujours le choix de nous alimenter correctement. Je vais mettre plein de guillemets parce que je ne sais pas encore ce que ça veut dire, moi, personnellement. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais je n'ai pas encore totalement compris le concept. La deuxième chose dont tu parles dans ta question, c'est de l'image de notre corps, notre image du corps, ce que nous, on vit avec nous-mêmes. Il faut comprendre que notre corps évolue tout au fil de notre vie. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours 4 trains de retard. C'est-à-dire, d'un coup, de me dire « Ah, ça y est, en fait, ah ouais, j'ai compris, j'ai le corps d'une femme qui a eu des enfants, ok. » Puis, paf, d'un coup, j'ai la ménopause. Ah non, mais je n'avais pas commencé à comprendre le corps d'avant, qu'on me demande déjà de comprendre le corps d'après. C'est-à-dire que ça va hyper vite, les transformations du corps. Et toute notre vie, notre corps se modifie parce qu'on est avec un corps d'enfant, d'adolescent, de femme, en tout cas pour moi les femmes, hein, c'est vrai que les corps d'hommes, je maîtrise moins. Mais notre corps, nous, il va se transformer tout au long de notre vie avec plein de cycles, plein de transformations. Et il est sans arrêt en mouvement. Et donc, sans arrêt, je dois intégrer l'image de mon corps tout en ayant la conscience de ce dont j'ai besoin pour le faire fonctionner. Ça, c'est mon réel. Sur ce réel, j'ai des injonctions, dont tu parles très bien, des médias. Là, je vais juste vous faire une petite remarque personnelle que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne les vois plus là en ce moment, là, les pubs, mais il y a un mois, je crois, je circulais en voiture à Marseille et j'avais face à moi un arrière de bus. Sur l'arrière de bus, il y avait une publicité pour une série Netflix qui était Sex and the City version 2021-2022. Donc 3 nénettes ou 4 nénettes de la série Sex and the City qui était donc en image et c'était donc la suite de leur série. Et j'ai regardé cette image, mais fascinée en me disant « Attends, mais Sex and the City, c'était quand ? C'était genre dans les années 90 pour moi. Enfin, moi, je pense, en tout cas, 90-2000. Donc, ça doit faire 25 ans, 30 ans, quoi, quand même, je veux dire. Et je regardais ces nénettes, elles avaient la même tête. Mais la même tête, la même chose, la même, habillées pareil, les têtes pareilles et tout. Et là, je me regarde, moi, je dis, alors, moi, par contre, je n'ai pas du tout la même tête, je n'ai pas du tout le même corps. Notre société nous fait croire qu'il faut être figé, en tout cas pour les femmes. Or, si vous avez suivi un peu mes conférences depuis le début, vous avez compris que le figement, c'est le trauma. Donc, notre société nous dit, sois traumatisé, regarde, c'est magnifique. Il ne faut pas qu'on voit tes rides, il faut que tu aies toujours une poitrine, comme si d'un coup, tu sortais d'un chirurgien esthétique, que tu as un corps, etc. Et en fait, moi, déjà, je me dépêtre comme je peux avec mon corps qui change toutes les 5 minutes, en fonction de mon cycle, en fonction de ma période, en fonction de ce que je vis, etc. Et par contre, en face, on me dit, regarde, elles n'ont pas bougé les nénettes. C'est même les mêmes histoires en plus. Et là, je me dis, attends. Et tout le monde trouve ça parfaitement normal. C'est-à-dire que notre société nous vend du figement, en tout cas pour nous les femmes. Je parle vraiment pour moi en tant que femme, ce que ça m'a fait vivre, de voir cette affiche de. Alors, ça ne s'appelle plus Sex and the City, ça s'appelle un autre truc, mais bon, vous avez compris que c'était pareil. Je me suis dit, en fait, notre époque dit aux femmes, sois figée. Et surtout, n'évolue pas. Et à côté de ça, on a la génération d'en dessous, en tout cas, qui explose les codes avec, au niveau du genre, au niveau de leur rapport au corps, au niveau d'un
une indifférenciation normée qui arrive et où c'est pareil, c'est une espèce de figement de on se ressemble tous en fait. Alors, même si symboliquement ça me parle plus, j'ai envie de dire, la génération d'après, il y a des injonctions extrêmement paradoxales de par notre société qui sont le reflet de ce que nous vivons, nous, dans nos corps. Et je crois, et en tout cas moi, c'est ce dont je parle entre autres dans mon livre du guérissage, que pour pas faire de politique, parce que j'ai pas envie de faire ça et que j'ai pas envie de rentrer dans des considérations qui ne sont absolument pas dans le cadre de cette conférence, mais la crise qu'on vit actuellement en lien avec cette pandémie nous fait vivre des injonctions paradoxales en permanence, qui sont juste le reflet de ce qu'on vit en fait. C'est-à-dire le figement, on bouge pas, on est en blackout, on est confiné, ou au contraire d'autres qui disent peut-être qu'en fait la vie c'est des mouvements et donc on va accepter plus de mouvements. Et ce que nous fait vivre cette pandémie, c'est ces mêmes injonctions-là qui sont en lien avec notre alimentation, c'est-à-dire ne change pas ou au contraire change et évolue. Alors, juste, je ne résiste pas au plaisir de rebondir sur ta petite référence à Sex and the City. Je ne sais pas pour ceux qui ont regardé cette semaine la série de Undoing qui est passée. Et dans les acteurs, il y a Nicole Kidman et il y a Hugh Grant. Et ça, c'est par rapport à la différence entre hommes-femmes. Ouais, c'est clair. Hugh Grant, moi, ça m'a fait un choc de le voir parce qu'il a pris un coup de vieux, mais comme moi, comme tous. Et donc, on le voit. Comme moi. Il est beau, bien sûr, mais il fait son âge. Nicole Kidman, elle fait encore plus jeune que dans le dernier film que j'ai vu il y a peut-être 10 ans. Je ne sais pas. Et je me disais, mais cette image, effectivement, de figement que tu décris, elle est magnifique, mais effectivement, quand ce que ça renvoie, c'est que moi, je ne suis pas capable de rester la même, d'avoir toujours la ligne, de toujours avoir la police. Voilà. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a les injonctions des médias, mais il y a aussi une pression sur les femmes qui est encore plus grande, je trouve, que sur les hommes. Après, dans ma question, il y avait aussi, tu sais, ces injonctions sur le bien manger qui amène une injonction de contrôle qui est peut-être pas réaliste parce que parfois, on a juste envie de pas bien manger. Et est-ce que le fait de ne pas bien manger parce que c'est un aliment qui nous renvoie à notre enfance, à notre enfant ou à autre chose, mais d'accepter que parfois cette malbouffe, même si évidemment on a conscience qu'elle est mauvaise, le fait de lâcher prise un peu pour pas s'ajouter en plus le jugement de j'ai pas été capable de me contrôler, l'intégrer pour pas que ça renforce encore plus la mésestime de soi, de ne pas avoir réussi à être dans ce contrôle. Alors, c'est très juste et pour moi, ça résume toute la conférence, ta question. C'est qu'en fait, là, tu me poses la question de qu'est-ce que bien manger, qu'est-ce que pas bien manger et comment on définit le bien manger et le pas bien manger. Et c'est central dans le trouble du comportement alimentaire, puisque on va décider que ça, c'est un trouble et ça, c'est pas un trouble, et puis on va venir se questionner sur ce trouble-là. Je crois que dans cette réponse-là du comportement alimentaire, comme on pourrait répondre dans plein d'autres domaines, et notamment au niveau peut-être pandémique, c'est que rien dans notre monde n'est binaire. En fait, on a l'illusion d'être deux, c'est-à-dire deux parties, le bien, le mal, l'homme, la femme, etc. Mais c'est parce qu'il y a différentes parties qu'on est dans l'unité. Si on revient sur les traditions bouddhistes, on va dire il y a le yin, il y a le yang, et on alterne entre les deux, mais en réalité, ces deux éléments font l'unité. Donc, le monde n'est pas binaire, il est un seul. Et c'est les nuances de ces alternances qui vont être dans notre monde. C'est-à-dire qu'une alimentation qui nous semble adaptée pour nous, c'est une alimentation dans laquelle il y aura des nuances. Elle va devoir être nuancée. Une alimentation qui n'est pas nuancée est une alimentation qui est
traumatique, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que quand on est dans une extrémité alimentaire, elle est elle est une réponse en comportement à quelque chose. C'est-à-dire quelqu'un qui serait vraiment dans je fais la guerre au gras, au sucre ou à tout ce Mmh. qui est industriel pour être le plus proche d'une alimentation supposée la plus saine possible. C'est quelqu'un qui a un trouble traumatique. Ah moi j'ai une patiente comme ça, hein. J'ai une patiente qui a, qui quand elle vous parle de son alimentation, elle vous fait rêver, quoi. De toute façon, son corps vous fait rêver clairement. Enfin, je veux dire, elle est, c'est-à-dire, enfin, elle a un corps parfait, quoi. Elle vit une vie où tout est, mesuré. Mais c'est pas forcément en termes anorexigènes, c'est pas de l'anorexie mentale. Il y a pas de non-alimentation. Tout est calculé, pesé, il y a rien en trop. Elle ne fait jamais aucun écart. Par exemple, c'est quelqu'un qui depuis donc, en fait, depuis sa 1re grossesse, qui date d'il y a 22 ans, donc ça fait 22 ans qu'elle n'a jamais mangé de sucre rapide. Le seul sucre qu'elle a, c'est un fruit dans la journée, depuis 22 ans. Elle n'a jamais eu d'écart alimentaire. Mais cette femme, en fait, elle vient en consultation. Pourquoi à votre avis? Bah, elle se fait un peu chier quand même, hein. Et elle est en dépression, quoi. Parce que rien enfin, ça a rien n'a de plaisir, enfin, elle a aucun plaisir dans rien. Je veux dire se taper un truc, un bon repas entre amis, on calcule pas ou: «Ah bah, ouais, c'est bon, allez, ouais, je prends du dessert». On n'a pas faim, forcément, on a déjà eu suffisamment de calories pour couvrir le reste du mois, mais on prend le gâteau parce qu'on se dit: «Bah, ouais, allez». Voilà, c'est le moment de partage, c'est le moment de vie. C'est nos excès sont en lien avec des moments de vie où d'un coup on dit: «Allez, on y va». Bien sûr que c'est pas forcément en lien avec un besoin. C'est, j'ai envie de partager, j'ai pas envie de me faire suer à toujours calculer, à toujours, si, ça, quoi, qu'est-ce? Et cette patiente-là, elle est dans une souffrance bon, il y a énormément de trauma derrière, hein, majeur. Et elle est dans une vie contrôlée, mais c'est absolument, dingue. Alors, par contre, vous avez une question à lui poser sur l'alimentation pour savoir ce que ça veut dire bien manger, à vous lui poser. Il y a aucun problème, elle mange bien. Mais est-ce que pour autant elle est bien? Ça non. Clairement, elle est pas bien. Mais elle mange bien. Donc, heu, bien manger, pour moi, ça veut dire être bien avec son alimentation. Et être en accord avec ce qu'on mange et que ce soit nuancé, que ce soit adapté, que ce soit pas obsessionnel. À partir du moment où c'est obsessionnel, il y a un trouble du comportement alimentaire. Mhm. Donc là, le mécanisme de, de dégoût dont tu parlais, parce que souvent dans ces troubles du comportement alimentaire, que ce soit avec vomissement, parce qu'après on se dégoûte parce qu'on a mangé et vomi, ou dans l'hyperphagie où on mange trop, on a une pulsion, on a une envie, et là il y a du plaisir, mais tout de suite après, ça De enclenche quelque chose de l'ordre de ah ben voilà, je suis nulle, je n'ai pas été capable, j'ai trop mangé, puis surtout du gras ou du sucre, et puis voilà, et puis j'ai l'impression que tout mon corps est sali par toute cette nourriture et s'enclenche ce dégoût-là, souvent qui est dissocié. Il y a une phase plaisir, et après, il y a une phase jugement, dégoût qui amène du coup un surcontrôle derrière parce que, eh ben, alors du coup, pour me punir ou pour compenser, je vais faire 2 heures de footing ou je vais plus faire une diète de 3 jours ou je vais plus manger pour un peu me laver de cet excès. Donc, j'ai parfois le sentiment que ces troubles sont dissociés. Il y a une phase quand même plaisir que n'a pas cette patiente dont tu nous parles, mais que cette phase plaisir, elle amène derrière un autre trouble qui est je compense ce plaisir que je me suis autorisé. Donc, comment, du coup, oui, tu nous expliques ce mécanisme-là aussi? alors dans les mécanismes d'hyperphagie, il y a là, moi je parlais de l'excès au repas, et cetera.
dans les mécanismes d'hyperphagie où on est seul à faire une compulsion alimentaire, il y a rarement du plaisir. Il y a une compulsion alimentaire. C'est-à-dire qu'on est face à un besoin, on est face à un vide sidéral et on a besoin de combler ce vide sidéral par quelque chose de rapide, facilement assimilable et très appétant. Donc c'est du gras ou du sucre et on va faire en fait, c'est n'importe quoi qui est du gras ou du sucre. Donc il y a peu de plaisir justement. Quand il y a du plaisir dans l'alimentation, qu'elle est faite en groupe, qu'elle est faite ou entre guillemets «avec des excès», c'est très bien. Pour moi, je ne le considère pas comme un trouble alimentaire. Les troubles alimentaires, généralement, c'est seul face à soi-même, quand on est, sur son canapé le soir et que c'est très long la soirée et qu'en fait on est face à un vide intersidéral, où on n'a pas du tout envie d'aller se coucher et on va prendre n'importe quoi qui est gras et sucré et il n'y a pas du tout combler quelque chose. D'accord. Donc dans dans le comportement alimentaire, quand il y a du plaisir justement, c'est plutôt positif. D'accord, donc dans la compulsion, c'est plutôt on se remplit, Ah on oui, remplit un oui. manque ou on évite voilà, quelque chose de l'ordre de la compensation plus que du plaisir. La compulsion, c'est même comme ça que ça se définit, c'est une pulsion alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne la contrôle pas. C'est tout le travail du traitement du trouble du comportement alimentaire, c'est d'arriver à conscientiser l'acte de manger. C'est-à-dire à partir du moment où je conscientise ce que je mets à ma bouche, déjà je peux me poser la question de: «Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie?» Donc déjà la première phase, ça va être de dire: «Je conscientise ce que je mets à la bouche. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie?» Parfois, et dans une compulsion, ça va être ça, c'est: «J'en ai besoin, mais est-ce que tu as besoin de ça ou est-ce que tu as besoin d'autre chose?» Et Mmh. ça peut être: «J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de me sentir accompagnée, j'ai besoin de ne pas être seule, j'ai besoin, de me consoler», voilà. Et donc quand on conscientise ce qu'on vient de mettre à la bouche et qu'on peut verbaliser ce dont on a besoin, alors on peut commencer à choisir, comme je disais tout à l'heure. Et là, on va commencer à choisir ce qu'on met dans son corps. Mais ça va demander tout un travail de conscientisation et de mise à distance de l'acte que je suis en train de poser. Moi, ça m'est arrivé, dans ces phases où j'ai travaillé sur moi, cette façon d'aborder l'alimentation sur les besoins et les envies, de dire: «J'ai une pulsion, je mets quelque chose à la bouche. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de chocolat à ce moment-là, j'ai pas du tout besoin de chocolat. Est-ce que j'en ai envie là parce qu'en fait je vois pas comment je peux faire autrement?» La réponse est oui, je l'ai mangé. J'avais totalement conscience que c'était une pulsion alimentaire, que j'avais pas besoin de manger ça, mais que j'en avais envie. Et le fait de commencer à respecter nos envies, c'est commencer à prendre conscience de ce dont on a envie et donc de ce dont on a besoin. Ça va petit à petit nous mettre de la distance quand on pose un comportement alimentaire. Ces 2 mécanismes-là, du besoin et de l'envie, vont venir questionner au fur et à mesure notre manière de nous alimenter. Cette patiente-là, on a travaillé ensemble beaucoup et quand on a commencé à vraiment aborder ces questions-là, elle m'a dit: «Mais en fait, Marie, j'ai pas vraiment envie de changer ma manière de m'alimenter». J'ai dit: «OK, très bien». Moi, en fait, elle venait pas pour changer sa manière de s'alimenter, hein. Elle venait, pour un problème autre. Mais elle s'est rendue compte qu'en travaillant sur autre chose, elle allait changer sa manière de s'alimenter. Ça allait forcément impacter sa manière de s'alimenter. Et du coup, elle m'a dit: «Alors on arrête. Je préfère pas traiter mes traumas et garder ma manière de m'alimenter». OK, mais il y a pas de problème en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, il y en a pas. Mais c'est à chacun de venir, se questionner sur notre rapport à nous.
cette fameuse honte dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est évident. C'est d'abord, on a honte de soi. On a honte de notre corps, de notre rapport au corps. Et quand on a vécu des traumas sexuels, en tout cas pour ma part, évidemment que la honte du corps, elle est au milieu de tout. Enfin, j'ai donné, on a eu du désir pour moi, alors que j'étais pas du tout en âge de proposer du désir, et je veux plus du tout. Donc en fait, je suis forcément toujours, en fait, je suis toujours dans la honte de dire: «Je veux surtout pas être désirable, je veux surtout pas, être dans un corps, qui peut être, désiré». Sauf que, bah, c'est moi la première que ça handicape, hein, c'est clairement, c'est que moi, quoi. Alors Marie, Lionel, dans le film, demandait si les troubles du comportement alimentaire consécutifs à un psychotrauma étaient plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, notamment dans l'étude que tu as citée. Est-ce que c'est plus féminin ou masculin ou ça tend à se niveler aujourd'hui? Alors les troubles du comportement alimentaire, quand on a des études, c'est très, très fréquemment des études qui portent sur des femmes. Donc à titre, épidémiologique, les chiffres qu'on a, c'est des chiffres qui portent sur des femmes. Moi, sur, on va dire, sur mon épidémiologie à moi, au niveau des consultations que je peux avoir, c'est vrai que ça touche plus de femmes. Les hommes vont avoir, vont avoir un autre rapport à l'alimentation que les femmes, et il y a beaucoup plus d'alcoolisation par contre chez les hommes. Et ça s'explique d'une manière culturelle ou plutôt physiologique? Selon Alors, moi, ce que je crois, c'est que nos écarts alimentaires, chez les femmes, vont plus facilement se voir que chez les hommes. C'est-à-dire que la physiologie masculine fait qu'ils ont besoin de plus de calories que nous par jour. Ça, c'est physiologique, hein, c'est pas, et donc ils vont tolérer physiologiquement un plus grand écart en termes alimentaires. Ils vont plus facilement, absorber le surplus d'alimentation. Mhm. Donc ça, ils n'ont pas du tout ce rapport cyclique et hormonal à leur corps, et heu, on va dire qu'il y a une plus grande, tolérance. Il y a aussi une plus grande tolérance sociale au surpoids chez l'homme que chez la femme. Mhm. Donc l'homme va, en tout cas, c'est pas forcément qu'il est moins touché par le trouble du comportement alimentaire, parce que je pense que vraiment quand on comprend le trouble du comportement alimentaire, il n'y a pas de raison que ce soit l'un plus que l'autre. Mais sauf que comme on va tolérer plus facilement du surpoids, qu'on va tolérer plus facilement un excès alimentaire chez l'homme, eh bien, l'homme, naturellement, va moins se questionner sur son alimentation. Il va plus se dire: «Voilà, c'est comme ça, je m'alimente comme ça». Et il y a Mhm. très, très peu, ça, quand je pose comme question, quand je pose cette question à mes patients, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes: «Quel est votre rapport à votre alimentation?» Dans 99 des cas, les hommes me disent: «Normal». Alors, je cherche, enfin, je les embête pas avec ça. Parfois, je les embête avec ça, mais en fait, moi, je suis fascinée en me disant: «Qu'est-ce que ça veut dire normal dans ces cas-là?» Parce que moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc expliquez-moi ce que ça veut dire. Et parfois, du coup, je me rends compte que le normal de mon patient n'est pas du tout mon normal à moi. Mais en tout cas, l'homme va très rarement se dire: «Tiens, j'ai un problème avec l'alimentation». Il va se dire: «Tiens, j'ai un problème d'alimentation», quand il a envie de perdre du poids, quand il se dit: «Tiens, là, j'aimerais bien avoir un autre rapport à mon corps», mais pas, mais pas naturellement. Il va accepter une plus grande flexibilité, dans son alimentation. Euh, J'avais aussi, tout à l'heure, tu as dit, tu as parlé d'état dissociatif et comment ben, la psyché, pour rétablir un état, pour sortir de cet état dissociatif et nous reconnecter au réel, utiliser l'alimentation comme Mmh, c'était une stratégie de la psyché. tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres stratégies Ah oui, que heureusement quand même. l'alimentation? Oui. Ouais, j'ai un je peux vous inviter à aller, sur un site, qui, qui
dirigé par un médecin qui s'appelle Muriel Salmona et qui s'occupe d'une association qui s'appelle Mémoire traumatique et victimologie. Et il y a une étude qui est assez bien faite sur les violences, les psychotraumas et les troubles du comportement alimentaire. Et elle le dit d'ailleurs, elle dit que dans les deux grandes stratégies de survie après un trauma, c'est l'évitement et les conduites dissociantes. L'évitement, c'est je cherche à éviter, on en avait parlé un peu, ce qu'on appelait les techniques de coping, où d'un coup, on se mettait à faire le ménage, ou qu'on se mettait à faire la vaisselle, ou qu'on se mettait à faire des trucs d'un coup, aller jardiner, enfin, des trucs qui n'avaient rien à voir avec la choucroute pour chercher à trouver une solution à l'état dissociatif. On en avait parlé dans cette conférence. Ça, c'est ce qu'on appelle les conduites d'évitement. Donc, dans les conduites d'évitement, il y a le coping. C'est des techniques où on cherche à trouver une solution à cet état dissociatif qu'on sent bien qui n'est pas normal. Et puis, il y a tout ce qui est conduite dissociante, c'est-à-dire qu'on va mettre dans un coin de notre tête cet événement, comme si on venait le ranger dans un endroit, puis on va chercher à plus y toucher. On va le cloisonner. Moi, souvent, j'emploie ce terme-là avec des patients. On le cloisonne, on fait une petite cloison autour et on dit « ça, c'est mon trauma et je ne m'y intéresse pas ». Donc, on va sortir de l'état dissociatif global et on va mettre notre trauma dans un coin de notre tête, dans un moment dissocié de notre vie. C'est lorsqu'on sera tout complètement réassocié que le trauma fera partie de notre existence, qu'on aura appris de cet événement traumatique, qu'on sera sorti de l'état dissociatif. Donc, ce cloisonnement du moment traumatique, en fait, on va l'utiliser à travers des troubles de la mémoire, ce dont on a parlé dans une précédente conférence. Les troubles de la mémoire sont en lien avec des techniques dissociatives de traitement du trauma. Donc, pour traiter un événement traumatique, on va passer par l'état dissociatif, c'est normal, donc c'est un état normal pour faire face à un état anormal. Et petit à petit, on va chercher à en sortir, on va chercher à se reconnecter au réel, soit totalement, soit partiellement, à travers des techniques qui sont de réassociation au réel. Donc, on va mettre en place des techniques où on va chercher à se reconnecter à notre réalité. Et la thérapie va faire partie des outils dont on dispose pour réassocier complètement le patient en intégralité, où il y aura et des techniques de gestion de l'évitement à travers, on en a déjà parlé, pour régler l'évitement, il faut se reconnecter aux techniques en lien avec la vie, c'est-à-dire le combat, la fuite et le figement. Et la quatrième option qui va revenir à notre conscience, c'est la négociation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir renégocier le réel, c'est-à-dire ça oui, ça non, etc. Et puis les techniques en lien avec l'amnésie traumatique, où on va réassocier petit à petit nos souvenirs pour en refaire qu'un seul et même récit de vie. D'accord. Alors, merci beaucoup, Marie. Florence posait une question aussi, et tu l'as évoquée, et puis merci Florence, parce que évidemment, ça nous touche tout particulièrement. Les troubles alimentaires, dans le cas de parents en deuil, elle explique que pour eux, ils ont perdu leur enfant, ils nourrissaient leur enfant, et maintenant qu'il n'est plus là, du coup, le rapport à l'alimentation est forcément questionné. Et tu me disais qu'il y avait assez peu d'études sur le sujet du deuil et du lien entre les troubles alimentaires et le deuil d'un enfant qu'on a nourri, pour lequel justement l'alimentation était au centre de la relation. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur ce sujet? Alors, en attendant qu'on crée une étude et des travaux sur... Pourquoi pas, une étude du point rose, ce serait bien. Alors, elle est intéressante, Florence, votre question, parce qu'en réalité, elle est très, très fréquente au moment où les enfants quittent la maison. Là, vous parlez du deuil de l'enfant, malheureusement, qui arrive beaucoup trop tôt dans l'histoire, dans son histoire, évidemment, et où on se confronte à la perte de cet être cher et où on ne peut plus le nourrir. Et en effet, on va observer des troubles du comportement alimentaire. Mais en réalité,
Ces mêmes troubles du comportement alimentaire sont observés chez des femmes qui voient leur enfant quitter la maison, quitter le nid, comme elles disent, et elles doivent faire, à ce moment-là, un deuil aussi. Et c'est assez fou à travailler parce que, évidemment, que l'enfant n'est pas mort, physiquement, mais en réalité, il va quelque part mourir un peu parce qu'elles vont plus pouvoir le nourrir. En fait, l'enfant, quand il part de la maison, il se nourrit seul. Et très souvent, on voit des mamans qui donnent les tupperwares congelés à leur enfant, comme si, en fait, il fallait quand même qu'elles continuent à le nourrir. Donc, elles vont lui dire, bah, tu passes récupérer tes tupperwares, parce que le tupperware, c'est très, très important chez certaines mamans. Et donc, il y a une forme de deuil aussi. Et à ce moment-là, elles présentent des troubles du comportement alimentaire assez sévères, qui en plus sont très souvent couplés avec les temps de ménopause, puisque c'est à peu près à la même période. Donc, le corps va énormément changer et le trouble du comportement alimentaire va venir s'ajouter à la ménopause corporelle. Mais ce que vous décrivez là, et c'est tout à fait réel, c'est je n'arrive plus à nourrir mon enfant et ça me fait souffrir. Et je vais chercher un moyen, je vais chercher par tous les moyens à le nourrir à nouveau parce que c'est ma fonction première. L'intérêt de la thérapie, c'est de venir travailler ça. Que le deuil soit symbolique ou qu'il soit réel, toute maman va devoir passer par cette phase de deuil du nourrissage. Le deuil du nourrissage, elle est centrale et elle n'est pas que du fait des mamans qui ont perdu un enfant de manière physique. Le deuil du nourrissage, il va se faire aussi chez les mamans qui voient leur enfant quitter la maison. Alors, c'est pas 100%, c'est pas systématique, mais c'est très peu parlé et parce que souvent, comme il y a la ménopause, ça passe un peu à l'as, mais les mamans sont très souvent surprises du choc que leur procure le départ de l'enfant de la maison, même si elles le conscientisent, même si elles s'y étaient préparées, même si elles le savent, même si elles se disent: «C'est pour son bien, c'est parce qu'il s'en va, c'est parce qu'il va faire ses études» et cetera. Dans tous les cas, c'est un deuil. C'est le deuil de l'enfant parce qu'il devient adulte, parce qu'il s'en va et parce qu'il va faire sa vie ailleurs. Alors évidemment, dans le cadre du point rose, il fait sa vie ailleurs, malheureusement un peu trop loin, et ça nous fait d'autant plus souffrir. Et évidemment, c'est un deuil à accompagner et qui est extrêmement concret et pas du tout symbolique pour le coup. Mais toutes les mamans le traversent à une autre échelle, un deuil symbolique à un moment donné de cette fonction de nourrissage. Et donc, vous avez tout à fait raison, Florence, la fonction du nourrissage maternel, elle est présente. Et pour rebondir du coup sur la question de Lionel, là, pour le coup, j'ai rarement, en tout cas, exploré ce genre de symptômes avec des hommes. Ils n'ont pas du tout ce même rapport-là avec leur enfant. Alors, il nous reste encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. En attendant, moi, je voudrais aussi te revenir sur une chose que tu as dite. Tu as parlé de liens affectifs, que l'alimentation parle de notre histoire de vie, que notre lien à l'alimentation, c'est aussi notre lien à notre famille, et tu as parlé aussi de transgénérationnel. Mmh. Et que donc, c'est pas juste parce que tout de suite, si on a des grands-parents qui nous écoutent, ça veut dire, mais si du coup ma fille ou mon fils a des troubles du comportement alimentaire, c'est ma faute, c'est parce que c'est nous parents qui n'avons pas fait s'il fallait. Mais ça peut être quelque chose d'hérité plus haut que les parents, quelque chose qui pourrait relever même d'ascendants encore plus antérieurs. Alors, pour répondre à cette question, je vais me permettre d'utiliser ce que la communauté juive m'a appris. Il se trouve qu'à Marseille, en tant que spécialiste du trauma, j'ai énormément de patients qui font partie de la communauté juive et qui viennent consulter pour des problèmes divers et variés, de troubles anxieux généralisés généralement, attaques de panique, troubles du sommeil, et cetera, et troubles alimentaires. Mais voilà, il y a pas forcément d'expérience traumatique dans leur vie de manière directe, j'entends. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, alors je ne vais pas forcément faire une généralité, mais autour d'une quarantaine, cinquantaine d'années,
qui présentent ce genre de pathologie et qui me sont adressés pour quand même donc moi, les gens qui me sont adressés, c'est quand même des psychiatres généralement qui me les envoient, donc c'est des troubles anxieux majeurs, des dépressions, burn-out, troubles du sommeil, troubles alimentaires, addiction et souvent, donc évidemment, dans mes anamnèses, je pose la question du trauma et dans la plupart des cas, il n'y a pas forcément eu d'expérience traumatique concrète dans leur vie, si ce n'est, des choses banales de la vie, mais qui n'expliquent pas la gravité de ces troubles. Par contre, quand on commence à juste questionner comment ça s'est passé dans leur famille, dans la génération d'avant, bon, j'ai donné délibérément cette communauté-là, mais dans la communauté arménienne, c'est exactement la même problématique. On n'a pas besoin d'avoir fait 50 millions d'études pour savoir que la population juive a subi un génocide de la même manière que la population arménienne. Donc, je ne fais pas forcément une stigmatisation de communauté, ça fait malheureusement partie de l'histoire. Et dans les patients qui viennent consulter euh, de cette communauté-là, il y a eu un vécu traumatique extrêmement majeur en lien avec les camps de concentration. Et ils sont donc les survivants de ces camps de concentration, puisque forcément, s'ils sont là, comme dirait mon prof, le canard est vivant. Donc forcément, eux, ils sont le fruit des survivants de ces camps. Et selon comment l'expérience traumatique a été parlée dans leur famille, ils vont développer ou non des symptômes post-traumatiques majeurs. Je vais vous donner un exemple qui s'appelle l'épigénétisme, qui est une science qui a été développée dans les années 2010. C'est une science génétique, qui est une observation génétique de notre patrimoine chromosomique et qui porte sur les atteintes de nos chromosomes. Il faut savoir qu'on a fait une étude sur une famille dont la fille avait été violée par son père et qui elle-même avait une fille qui n'était pas issue de ce viol. Et on a fait une étude génétique de cette femme qui avait vécu le viol par son père, de sa mère, donc qui était la femme du violeur, et de sa fille, qui était donc la fille de cette femme qui avait vécu un viol, mais qui n'était pas du tout issue de ce viol-là, qui avait un autre papa. Bien, il faut savoir que les altérations chromosomiques les plus importantes étaient portées par la fille de cette femme, et non pas par cette femme, et encore moins par sa mère. Ce qui veut dire que les atteintes génétiques des populations qui ont vécu des traumas sont plus graves que celles qui ont vécu le trauma directement. Quand on a accompagné cette femme en thérapie, elle a réparé son patrimoine génétique, mais ce qui est assez dingue, c'est que sa fille a eu son patrimoine génétique réparé alors là même qu'elle ne faisait pas de thérapie. Donc, quand on entreprend une thérapie pour régler son trauma, on le règle pour soi, mais on le règle aussi pour ses enfants. Donc, quand on a vécu une expérience traumatique, comme l'ont vécu nos grands-parents pendant les guerres, etc., ils ont vécu des épisodes douloureux. Ces épisodes douloureux, peu d'entre eux les ont travaillés. Mais c'est assez rare dans cette population-là. Nous sommes, la première génération, les quarantenaires, à vraiment oser franchir les portes des cabinets de thérapie pour se questionner et travailler sur nous, en disant maintenant, on arrête les conneries, on fait un solde de tout compte, là, on arrête tout, on arrête les compteurs, on vient nettoyer pour le reste. Alors, on le fait quand nous-mêmes, on a vécu un trauma, et on ne s'en contente pas, à l'inverse de nos grands-parents, parce que les moyens thérapeutiques le permettent aussi, évidemment, mais on va pouvoir voir sur nos enfants, dans quelques temps, le résultat que ça donne. Donc, le transgénérationnel, en psychanalyse, moi, je suis formée à l'analyse et aux thérapies cognitives, donc j'ai ces deux connaissances, on va dire. Dans la thérapie analytique, on avait cette conscience que les comportements se transmettaient. Notre rapport à l'alimentation, il se transmet. Je vous dis, moi, je viens d'une famille italienne. Dans notre famille, la culture de l'alimentation, c'est absolument central pour ma mère. La première question qu'elle va te dire, c'est « T'as mangé ?»
Parce que si tu lui as dit que tu as mangé, c'est que tu vas bien. Et si tu n'as pas mangé, c'est que tu ne vas pas bien. Donc, c'est son point de référence, en fait. Donc, comme c'est son point de référence, ça a été aussi mon point de référence. C'est-à-dire que ça a été aussi mon point de comparaison en disant, si je mange, c'est que ça va. Si je ne mange pas, c'est que ça ne va pas. Et mon moyen d'exprimer que ça n'allait pas, c'est quand je n'ai pas mangé. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais exprimer ma manière d'être au monde différemment d'avec l'alimentation. Mais en tout cas, ce lien-là m'a été transmis. Et aujourd'hui, sur le plan des neurosciences, à travers l'épigénétisme, on a la preuve formelle et scientifique que génétiquement, nos rapports au trauma se transmettent et s'héritent. On le sait que ça se transmet sur au moins 7 générations. Donc, on a hérité d'événements traumatiques de notre histoire qui viennent se surajouter aux événements traumatiques qu'on a généralement vécus dans notre vie. Et donc, quand on vient faire une thérapie, on vient, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelle, faire un solde de tout compte de cette histoire pour permettre aux générations d'après de repartir vers une autre conscience. C'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons pour laquelle on a une ouverture des consciences des générations d'après, où ils sont beaucoup plus conscients du monde, beaucoup plus conscients justement de cette manière de s'alimenter, de notre rapport au réel, de notre rapport à notre terre, à notre planète. Essayez de jeter un papier par terre et vous allez voir comme vous allez vous faire engueuler par des enfants, en fait. Les enfants sont les premiers à vous dire « mais ça ne va pas dans ta tête, tu ne jettes pas un papier par terre ». Quand on se balade, ils sont scandalisés de voir des masques. Enfin, alors que moi, je me souviens quand j'étais moi enfant, j'étais enfant dans les années 70, enfin, c'était vraiment pas un questionnement, On quoi. ouvrait la fenêtre dans la voiture et on jetait les papiers dehors. Bah ouais, on crochait le chewing-gum par terre, hop, là, on crachait le chewing-gum par la fenêtre et puis c'était réglé, quoi. Ah, maintenant, vous amusez pas à faire ça avec un enfant dans la voiture, je pense que vous allez vous faire assassiner. Donc, ils ont une ouverture de conscience qui est bien plus grande, mais c'est parce que nous, notre génération à nous, avons libéré, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'explique sur le plan énergétique, nos traumas. Bon, Voilà. Marie, merci, merci beaucoup. On t'écouterait pendant des heures et l'heure passe pas. On la voit pas passer quand tu nous parles de ces sujets. En tout cas, je retiens de ce que tu viens de nous dire et vraiment, ça c'est quelque chose que j'aimerais sortir de la conférence, c'est que c'est en prenant soin de soi qu'on prend soin de ses enfants. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de parents qui culpabilisent après avoir perdu un enfant, de peut-être se sentir plus un assez bon parent pour leurs autres enfants parce qu'ils considèrent qu'ils sont absents, ils sont souffrants et qui du coup se disent, bon, ben moi, tant pis, je me sacrifie un peu parce qu'il ne me reste plus qu'un enfant, donc je m'occupe de lui et moi, ça compte plus, parce que de toute façon, après avoir perdu un enfant, qu'est-ce qui compte? Il n'y a plus rien. Et finalement, pensant faire le bien de leur enfant, ils ne le font pas parce qu'ils se sacrifient eux, parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Et peut-être que le fait de travailler sur soi, même quand on n'a plus la motivation de le faire pour soi, faites-le pour vos enfants parce que ce travail, les bénéfices du travail que vous allez entreprendre sur vous-même, vous allez peut-être libérer vos descendants et peut-être sur plusieurs générations et peut-être même, comme le montrent les constellations familiales, régler aussi quelques problèmes du côté des ascendants. Et donc, ce n'est pas que pour vous que vous le faites, ça aura des répercussions sur bien plus de monde que vous pensez. Et je trouve que le fait que tu nous aies parlé de cet exemple avec vraiment des travaux concrets à l'appui, ou en tout cas une clinique concrète qui le prouve, c'est vraiment un beau message pour peut-être conclure. Alors, je voulais juste citer peut-être un dernier livre à la fin et te demander ton avis. C'est le livre de Lise Bourbeau sur Stop au contrôle, qui a ce sous-titre « Et si votre relation à la nourriture vous permettait de mieux vous connaître ?» Et est-ce que finalement, le fait de questionner les troubles du comportement alimentaire qu'on peut avoir, ce n'était pas un chemin pour mieux se connaître, s'accepter, peut-être aussi avec ses travers alimentaires,
Voilà, est-ce que tu veux bien nous dire un petit mot sur ce titre et peut-être conclure sur ce sujet du lien entre se connaître soi-même et analyser ou comprendre comment on mange pour mieux se connaître soi-même? Alors, évidemment qu'un livre de Louise Bourbeau ne peut que le citer en référence et elle est une référence, pour nous tous dans sa qualité de sa réflexion, dans la pertinence de son écriture, donc forcément. Mais humblement, je me dirais qu'on a appelé la conférence ce soir comme ça, c'est je mange comme je suis et c'était important de l'appeler comme ça parce que c'est une réalité, en fait. Déjà, de prendre conscience de comment je mange, c'est déjà une première étape vers l'acceptation de qui on est sans se juger. Se dire, voilà, quel est mon rapport à mon alimentation parce il traduit mon rapport à ma vie, à mes besoins et à mon envie. Donc comment je mange, c'est comment je suis. Je mange comme je suis. C'était le titre de notre conférence ce soir et c'est vrai que pour moi, c'était un titre qui était important parce qu'il est en lien avec notre réel, avec notre réalité et dans une forme d'acceptation. Encore une fois, la norme, en tout cas, je vous l'ai dit moi plusieurs fois, je ne la connais pas. Je ne la connais pas pour moi et je ne la connais pour personne parce qu'elle va être en fonction de mes besoins du moment. Donc, je vais m'adapter. L'adaptation, elle doit faire partie de l'alimentation, sinon on est dans quelque chose de binaire et donc qui n'est pas en lien avec la vie. Nous femmes, nous avons un cycle dans notre vie. On a 3 grands cycles en réalité. On a un premier qui est l'enfance, on a la phase où on est en cycle hormonaux et une phase qui est en pré-en-ménopause où on est dans un autre temps. Dans ces 3 temps-là, on ne pourra pas avoir la même alimentation parce qu'on n'a pas la même physiologie, tout simplement. Donc, s'alimenter normalement n'a pas de sens selon la période dans laquelle on est, selon l'âge que l'on a, selon les activités que l'on vit. Et puis, on a, par définition, des besoins qui vont changer. Et pour rebondir juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et par le fait de nous soigner, de travailler sur nous et d'avoir parfois l'impression d'être un peu nombriliste à se questionner sur ces questions. Dans le livre du guérissage, en tout cas, moi, j'ai vraiment dédié ce livre à mes patients parce que toutes les personnes que je rencontre depuis 25 ans de ma vie, pour moi, sont des exemples. C'est-à-dire que je suis admirative du chemin qui est emprunté chaque jour pour se dire: «Allez, je vais aller mieux». Cette espèce d'énergie magnifique qui fait qu'on a envie d'aller bien, d'aller mieux et de le transmettre, je trouve que c'est des très beaux exemples pour les enfants qui arrivent et vous êtes des exemples, vraiment. En tout cas pour moi et pour vos enfants, vous êtes des exemples. Merci Marie, merci de finir sur cette note très positive. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Merci de vous être connectés avec nous. Cette conférence, vous pouvez la revisionner en replay sur Facebook. Elle sera également disponible sur la chaîne YouTube du Point Rose. Et n'hésitez pas à nous la demander aussi par mail si vous souhaitez qu'on vous la renvoie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie. Et à Merci. très vite, au mois prochain, avec une nouvelle conférence qui traitera aussi d'un sujet qui sera en lien avec le deuil périnatal. Et c'est aussi un sujet dont on voulait parler avec toi. Un grand, grand merci et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.